En 1978, à New York, il y a des dizaines de milliers de personnes qui allaient travailler chaque jour dans un tout nouveau gratte-ciel de 59 étages, le Citicorp Center. Un bâtiment vraiment iconique pour l'époque. Ouais, totalement. Mais le truc fou, c'est que ces gens ignoraient complètement qu'une simple tempête, enfin des vents d'à peine 110 km à l'heure, ça aurait pu suffire à faire s'effondrer l'immeuble entier sur Manhattan. C'est typiquement le genre d'histoire qui donne des sueurs froides. Et le pire, c'est que ça illustre un point fondamental de l'ingénierie. C'est-à-dire. Quand on lève les yeux vers ces superstructures, on voit qu'une façade lisse. On voit du verre étincelant, de l'acier impeccable. Tout a l'air super paisible, presque figé, quoi. Ouais, on a l'impression que c'est juste posé là et que ça bougera jamais. Exactement. Sauf que c'est une illusion totale. On ignore complètement les batailles titanesques qui se jouent à l'intérieur. À chaque seconde, le bâtiment se bat contre la gravité, contre le vent et même contre les limites de ses propres matériaux. Et c'est exactement pour ça qu'on fait ce décryptage aujourd'hui. L'objectif, c'est de révéler cette ingénierie invisible. C'est une super mission. Parce que la vraie magie d'un gratte-ciel, c'est pas sa hauteur. La hauteur, c'est juste la conséquence de forces invisibles parfaitement orchestrées pour que le tout reste debout. C'est fascinant. Du coup, pour comprendre cette guerre invisible, on s'appuie sur une pile de documents vraiment pointus. On a deux études techniques du CTBUH, le Conseil sur les grands immeubles. Des références absolues dans le domaine. Ouais, l'une d'elles décortique le béton des tours Petronas et l'autre analyse l'optimisation mathématique des structures. On a aussi des analyses aérodynamiques du Burj Khalifa. Et bien sûr, cet article historique détaillé sur la fameuse crise du Citicorp Center dont tu parlais au début. Voilà. Alors, par où on commence pour construire une montagne artificielle? J'imagine qu'avant de monter, il faut s'occuper de ce qui est en bas, non? C'est la règle d'or. Avant de conquérir le ciel, il faut dompter le sol. La gravité, c'est l'ennemi numéro un. Surtout quand on prend l'exemple du Burj Khalifa. On parle d'un monstre de 828 mètres de haut qui pèse, d'après les sources, plus de 500 000 tonnes. Un demi-million de tonnes, ouais, c'est colossal. Et le pire, c'est que c'est construit à Dubaï. C'est pas un sol en granit massif là-bas. C'est du sable, du grès, des roches super friables. Absolument. Tu peux pas juste te poser 500 000 tonnes sur du sable et prier pour que ça s'enfonce pas. C'est là qu'intervient l'art des fondations profondes. Alors la question qui se pose, elle est simple, mais en même temps elle est immense. Comment fait-on pour ériger une structure de 828 mètres de haut, une structure qui doit tenir bon face à la gravité, au vent, à tout? C'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre cette ascension, on va suivre le chantier étape par étape. On commencera par le design qui est complètement révolutionnaire. Ensuite, on va s'enfoncer sous terre pour voir les fondations. Puis, on suivra la course folle du béton vers le ciel, pour finir tout en haut avec l'assemblage de la flèche en acier. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tout part du design. Parce que pour aller aussi haut, il ne suffisait pas de construire, plus haut. Non, il fallait repenser complètement la façon dont un gratte-ciel se tient debout. Et voici l'idée de génie. Le noyau contre-buté. C'est un concept inventé par l'ingénieur Bill Baker. Pour faire simple, imaginez un noyau central, super solide, en forme d'hexagone. Et à ce noyau, on vient attacher 3 ailes disposées en Y qui viennent le renforcer, un peu comme des béquilles géantes. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ce simple plan en Y se déploie en 3D pour donner cette tour en spirale. Chaque aile soutient les autres. Mais cette forme, elle n'est pas là que pour faire joli. Elle a un rôle crucial. Elle vient littéralement tromper le vent, briser sa force pour éviter qu'il ne fasse vibrer la tour. C'est ça qui la rend si stable. Bon, maintenant qu'on a ce design incroyable, il faut bien l'ancrer au sol. Et c'est là que les choses se compliquent sérieusement parce qu'on est en plein désert. Le premier gros défi, il n'était pas en l'air, mais bien sous terre. Le sol de Dubaï, ce n'est pas juste du sable. La nappe phréatique est chargée en chlorure et en sulfate à des niveaux encore plus élevés que dans l'eau de mer. C'est un véritable poison pour le béton et l'acier. Pour répondre à ça, la solution, c'est une fondation. Mais alors, une fondation colossale. On parle d'un radier, une énorme plaque de béton de 3,7 mètres d'épaisseur qui va répartir tout le poids de la tour. Et ce radier, il ne repose pas directement sur le sable. Non, il est lui-même soutenu par 192 pieux gigantesques en béton armé. 45 mètres de profondeur. Pour se donner une idée, c'est comme si on avait construit un immeuble de 15 étages sous la terre, juste pour servir de base pour aller chercher une couche de sol qui soit, elle, assez solide pour supporter le poids monstrueux de la tour. Et contre cette eau super agressive, alors là, les ingénieurs ont sorti l'artillerie lourde. D'abord, un béton spécial à très haute performance.
Ensuite, une membrane d'étanchéité qui vient envelopper toute la fondation. Et pour finir, un système de protection cathodique qui envoie un faible courant électrique pour empêcher la corrosion. C'est un peu comme un bouclier de force invisible. Ok, les fondations sont posées. C'est le début de la course vers le ciel. Une course contre la montre où la logistique, la vitesse et la science des matériaux ont dû s'allier pour bâtir cette superstructure en béton. L'astuce pour monter si vite, c'est ce qu'on a appelé le cycle de 3 jours. C'était une chorégraphie millimétrée. En optimisant chaque étape, de la préparation des armatures en acier jusqu'au coulage du béton, les équipes ont réussi l'exploit de construire un étage complet tous les 3 jours. La technologie derrière ça est juste géniale. On voit ici ces systèmes de coffrage auto-grimpants. Ils escaladaient littéralement la tour au fur et à mesure qu'elle grandissait. C'était un peu comme une usine mobile qui montait d'un étage tous les 3 jours, tout en protégeant les ouvriers. Et là, on a un autre record du monde qui est battu en pleine construction. Il a fallu pomper un béton très spécial jusqu'à des hauteurs jamais atteintes. On a dépassé les 585 mètres. Imaginez la puissance qu'il a fallu déployer avec des pompes conçues sur mesure pour cet exploit. On arrive maintenant tout en haut, au point culminant de la construction, l'assemblage et la mise en place de la fameuse flèche en acier qui vient coiffer la tour. Arrivé au niveau 156, tout change. On arrête la structure en béton armé. La suite, les 200 derniers mètres, ce sera une structure en acier pur qui forme la flèche et sa pointe. Et là, l'étape finale est peut-être la plus folle. Au lieu de construire la flèche pièce par pièce depuis l'extérieur avec des grues, ils l'ont assemblée à l'intérieur du sommet de la tour. Et ensuite, ils l'ont hissée section par section depuis l'intérieur avec des vérins hydrauliques surpuissants. On voit bien ici cette séquence hyper complexe. Les équipes installent les poutres de support, puis la pointe est soulevée par étapes. Et après chaque levage, ils posaient les panneaux de la façade. Un balai d'ingénierie absolument incroyable à plus de 600 mètres d'altitude. Alors, au final, après toutes ces innovations, tous ces défis surmontés, à quoi est-ce que ça aboutit? Eh bien, le voilà. Le résultat final, ce n'est pas juste un gratte-ciel, c'est un véritable monument à l'ambition humaine. C'est le résultat de la fusion parfaite entre une architecture visionnaire et une ingénierie qui a repoussé toutes les limites. C'est vraiment ça, le point essentiel à retenir. Le génie du Burj Khalifa, ce n'est pas une seule invention, mais c'est la façon dont toutes les disciplines de l'ingénierie, la géotechnique, la science des matériaux, l'ingénierie des structures, ont travaillé ensemble en parfaite harmonie. Et cette réalisation nous laisse sur une question vertigineuse, on pourrait dire. Maintenant qu'on a touché le ciel, quelle sera la prochaine frontière pour l'ingénierie humaine? Quelle sera la prochaine limite à repousser?